Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition, dans cette reprise, dans cette rentrée de plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir une amoureuse, une passionnée de lecture. Et cet après-midi, nous disons bonsoir à... Nous disons, je dis bonsoir à tout le monde, je suis Pascal Dambeau, martiniquaise, qui vit en Martinique et qui a écrit un récit autobiographique, La chauve qui sourit. Pascal sera la bienvenue sur le plateau de Zouk TV. Merci. Alors, comme chaque après-midi, donc nous aurons l'opportunité de découvrir de nouveaux horizons, une nouvelle histoire, et puis nous allons certainement questionner nos habitudes, nos représentations de la société. Et donc, on va revenir tout de suite vers Pascal. Donc, peux-tu nous redonner le titre de ton ouvrage? La chauve qui sourit. La chauve qui sourit. D'accord. Donc, tu as dit qu'il s'agit d'un récit autobiographique. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est un récit, court récit d'une partie de ma vie, qui parle de moi, qui, à l'âge de 27 ans à peu près, a vécu une alopécie, une perte brutale des cheveux. Donc, je raconte comment j'ai vécu ce nouvel événement dans ma vie. Je raconte les différentes étapes par lesquelles je suis passée. Je raconte surtout comment j'ai réussi à m'affranchir de cette obligation pour une femme d'avoir des cheveux. Voilà. D'accord. Alors, ton ouvrage, il est paru en quelle année? Il a paru en décembre 2021. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que l'idée justement d'un récit autobiographique, notamment par rapport au sujet dont tu fais allusion, est-ce que c'est venu tout de suite? Est-ce qu'il y a eu un temps entre l'idée, la réalisation, la publication? Comment ça s'est produit? En fait, l'avènement de ce livre est arrivé parce que je faisais partie, je m'étais offert un accompagnement avec une coach qui nous avait demandé de nous fixer plusieurs objectifs, donc 3 de préférence. Et parmi ces objectifs figurait l'écriture d'un livre. Voilà, donc les 2 premiers ayant été atteints, il ne me restait plus qu'à rédiger l'ouvrage. Et entre le moment où je décide d'écrire le livre et au moment où il sort, il s'écoule à peu près 3 mois. Parce que je m'étais fixé effectivement un autre sous-objectif, celui d'écrire un jour une page. Voilà. Donc je me suis attelée à respecter ce timing, quel que soit mon état de forme, de fatigue ou de fraîcheur. Et donc, une fois que le livre a été écrit, relu, corrigé, voilà, je suis partie dans toutes les autres étapes. Je suis donc en auto-édition pour ce premier. Et donc, après, c'est parti ça a été très simplement que cela s'est fait parce que j'ai été bien entourée et que j'ai pu donc le sortir. J'ai pu le récupérer le 28 décembre 2021, je m'en rappelle encore aujourd'hui, comme si c'était ce matin. D'accord. Merci. Donc, ça peut donner des idées aux personnes qui réfléchissent d'écrire, qui pensent écrire et puis se disent, si je veux écrire, ça peut me prendre des années. Et tu es la preuve que ça peut être plus court, mais bon, tu as suivi... Bon, je suppose que tu as dû avoir une certaine discipline. Ça m'a demandé, puisque de toute façon, personne ne m'avait demandé de me fixer un sous-objectif, puisque je me l'étais fixé moi-même, il était important pour moi que je le respecte. Donc, un jour, une page, et je crois que c'est arrivé de façon assez subite, aussi, cette envie d'écrire, même si l'idée avait germé quelque temps avant. Mais le fait de passer à l'acte, c'était venu comme une espèce je l'appelle le vomi qui libère, parce que je ne me sentais pas de faire autrement. Le moment était arrivé pour moi de coucher sur le papier tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Voilà. Donc,
c'est vrai que ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de ce que vit la personne qui a envie de retracer son parcours. Tu as parlé dans ton introduction de l'âge de 27 ans. Oui. Est-ce que à 27 ans, voire même 30 ans, tu te serais imaginé écrire ce type d'ouvrage? Ah mais alors pas du tout, mais vraiment pas du tout. À 27 ans, je suis en pleine appropriation de cette nouvelle maladie, l'alopécie. Je découvre que mes cheveux tombent par zone, par touffe, qu'ils ne repoussent pas, que tout le système pileux est déréglé. À ce moment-là, je ne pense pas du tout à écrire. Je pense à trouver des solutions là où elles sont pour faire repousser mes cheveux. Je pense à comprendre ce qui se passe. J'interroge l'univers. J'en veux à tout le monde. Voilà, je suis une femme à ce moment-là qui n'a plus de cheveux et qui reconsidère sa féminité. C'est tout ce qui se passe à ce moment-là. C'est beaucoup de questionnements, beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, d'incompréhension. À ce moment-là, je suis loin de penser qu'un jour je pourrais écrire un livre et même qu'un jour ça pourrait avoir du sens. À ce moment-là, le temps s'arrête pour moi. Le temps s'arrête. Et est-ce que, au début, quand cela t'arrive, est-ce que tu connaissais des personnes, soit des amis ou peut-être des proches, qui étaient touchés par l'alopécie? Non. À l'époque où ça se passe, je n'ai jamais entendu parler d'alopécie. D'ailleurs, je me demandais d'où ça pouvait bien sortir. En Martinique, je n'avais jamais rencontré de femmes qui avaient cette maladie. En France non plus, dans d'autres pays non plus. J'avais un peu entendu parler de ça en Amérique ou en Afrique ou dans d'autres continents, sur d'autres continents, mais très très peu. Très très peu. Et puis, quand je commence à me questionner dessus, je vois qu'il y a différents types d'alopécie. À l'intérieur de l'alopécie, il y a différentes sous-rubriques. Donc, c'est une maladie qui, en fonction de en fonction de la catégorie, qui touche à peu près une femme sur 5. C'est quand même beaucoup, oui, de mon point de vue. Oui, oui. Maintenant, il y a tant de façons de camoufler l'alopécie. Il y a des accessoires, il y a des chapeaux, il y a des foulards, il y a des perruques, il y a beaucoup de choses. Alors, on ne sait pas toujours qu'une femme a une alopécie. Alors, les dermatologues, certainement. Parce que même si l'alopécie ne concerne pas que les femmes, puisque les hommes, quand ils commencent à perdre leurs cheveux, on appelle ça calvitie pour les hommes ne vont pas forcément consulter pour une calvitie. Certains, oui. En tout cas, la majorité, visiblement, non, d'après ce que j'ai lu. Mais par contre, les femmes vont souvent consulter pour l'alopécie. Donc, la dermatologue. Alors, je suis passée par 4 ou 5 dermatologues quand même, avant de comprendre véritablement qu'il s'agit de peut-être un phénomène irréversible pour moi. Je suis des médications lourdes, des piqûres dans la tête, et je dépense énormément parce que les médicaments ne sont pas forcément remboursés. Et puis, je passe par le port de foulard, puis le port de perruque, jusqu'à ce que j'arrive en 2015 avec cette décision prise de m'assumer, de m'aimer tel que je suis. D'accord. Ah ben, tu as répondu, tu as anticipé une de mes questions dans le sens où tu expliquais que, bon, il y a des accessoires. Et donc, j'allais te demander si, justement, tu avais eu recours à des accessoires. Donc, c'est dire que la Pascale qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat d'une évolution. C'est ça, c'est ça. Effectivement, je commence par porter des foulards parce que quand j'ai une partie de la tête sans cheveux et une autre, esthétiquement, ça ne me plaît pas forcément. Donc, je commence par le port de foulard. Il est vrai qu'avant ce port de foulard, avant que je ne réalise que mes cheveux ne poussent pas,
je me coupe à l'époque les cheveux plutôt courts. D'accord. Donc voilà, donc je passe par ce port de foulard, je multiplie les textures et les couleurs et les motifs, et jusqu'à ce que le port de foulard me cause des irritations sur les oreilles, parce que je passe le foulard sur mes oreilles, et je décide à ce moment-là de passer par le port de perruque. À l'époque, les perruques que l'on trouvait n'étaient pas du tout de cette même qualité, de cette même, comment dirais-je, finesse que les perruques que l'on trouve aujourd'hui. Il y a énormément de progrès sur le sujet. Cependant, gérer une perruque, bon, pour moi, ça n'était pas possible de le faire toute la vie. Donc voilà. Donc il y a eu ces différentes phases en effet. D'accord. Alors, tu as, en préambule, tu nous expliquais que tu as eu recours à des coachs, Oui. des coachs. Donc, tu as parlé de dermatologue, Oui. tu as parlé de coach. Quel rôle ont-ils pu jouer justement dans ton évolution, dans ta progression et dans ta compréhension de la maladie? Alors, le dermatologue, lui, il m'explique que scientifiquement, il y a un problème. Donc là, je mets des mots sur ce que je vois. Donc, je pense que le fait de mettre un mot, de poser un diagnostic sur une maladie, ça contribue à rassurer, entre guillemets. On sait de quoi il s'agit, donc on suppose qu'il y a une médication. Ça, c'est pour les dermatologues. Et puis, les accompagnateurs et les coachs ont été là justement pour me dire Pascal, vous existez au-delà de vos cheveux. Pascal, vos cheveux ne vous définissent pas. Pascal, attention au regard des autres. Est-ce que le regard des autres, c'est le plus important pour vous? En tout cas, ils m'ont beaucoup amené à m'interroger sur la vérité, sur ma vérité, sur mes croyances limitantes, sur ce qui faisait que j'étais tout le temps rivée sur... j'étais au crochet du regard des autres. Et du coup, ce que je recherchais chez les autres à l'extérieur, peut-être qu'il était temps de tourner le miroir et de chercher à l'intérieur de moi ce qu'il pouvait y avoir de beau. C'est en résumé ce en quoi ils m'ont aidé, ce vers quoi ils m'ont poussé. Le processus a été celui-là de déconstruire en fait tout ce que j'avais construit, tout ce que je croyais être la vérité. Une femme, ça doit avoir des cheveux. Voilà, il faut souffrir pour être belle. Enfin, beaucoup de croyances que j'ai dû revoir et donc créer de nouvelles et me les approprier. Donc leur aide a été vraiment, vraiment précieuse, quoique bousculante. Oui, parce que sont retirés de ce que l'on croyait, de notre fameuse zone d'habitude, notre zone de confort. Ça n'est pas forcément confortable précisément. Donc voilà pourquoi leur aide a été précieuse et je les salue tous, hein, tous et toutes. Et je me dis que ce sont de vrais métiers. Ce sont de vrais métiers. Ce sont des personnes, des professionnels qui aident les uns et les autres, les unes et les autres, à, en tout cas, mettre de la lumière sur quelque chose. Après, c'est vrai que la personne qui est accompagnée, le patient, je ne sais pas comment on l'appelle, en tout cas, c'est lui qui fait la majeure partie du travail. Le coach est là pour vous accompagner, c'est ça le mot, hein, accompagner, ne pas faire à votre place. C'est vrai. Donc, il y a effectivement cette partie de regard intérieur qu'il faut actionner, que j'ai choisi d'actionner. Parce qu'on peut ne pas choisir d'actionner ce regard. Hein. C'est pour ça que je dis souvent que le bonheur, pour moi, ça a été un choix. Ça a été un choix. Je ne pouvais pas rester plus longtemps à pleurer ou à me définir au travers de mes cheveux. Donc voilà. Tu as parlé de regard.
Oui. Bon, alors peut-être la réponse que tu vas me donner sera peut-être ta réponse, pas forcément pour tout le monde, mais bon, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre. Selon toi, qu'est-ce qui est peut-être plus difficile à accepter? Ton regard personnel ou le regard des autres? Aujourd'hui, je peux dire que c'est mon regard sur moi. Mais avant de comprendre qu'il s'agit de mon regard sur moi, quand je regardais les autres, de ce qu'ils me renvoyaient, pour moi, c'était atroce. Donc ça, c'est pour ça que je parle d'étapes. C'est parce que dans la première étape, j'accuse les autres de mes maux. J'accuse les autres de me regarder de travers, j'accuse les autres de me critiquer, j'accuse les autres de ci, de ça. Voilà. Donc le regard des autres à ce moment-là, pour moi, c'est atroce. Et d'ailleurs, à l'inverse, quand j'ai un regard bienveillant, un regard compatissant ou un regard de compliment, je suis aussi à ce stade où je suis dépendante et accrochée aux compliments. Donc c'est quand je me suis dit, mais pour les compliments aussi, Pascal, tu es dépendante. Donc à ce moment-là, je me suis dit non, puisque je ne peux pas autoriser les uns et les autres à avoir la télécommande de mes émotions, qu'elles soient positives, qu'elles ne le soient pas. Je ne peux pas les autoriser plus longtemps à diriger ma vie et à me déposséder d'ailleurs de ce que j'avais. Donc, si je constate que ce soit pour des critiques négatives ou des compliments, je dépends des autres, à ce moment-là, je comprends que le regard des autres me ramène à mon regard vers moi-même. À ce moment-là, je me dis, ah, et toi, que penses-tu de toi? Et toi, quand tu te vois, est-ce que tu t'aimes? Et toi, quand tu te regardes, qui tu vois? Est-ce que tu te connais? Donc, c'est un passage du regard des autres qui est prégnant, prédominant, c'est ce qui importe, vers le regard de soi. Et à ce moment-là, c'est violent. Ça se passe violemment pour moi parce que je constate que quand je tourne le miroir vers moi, je n'aime pas ce que je vois, à l'époque en tout cas. Donc, il a fallu que je choisisse d'apprendre à m'aimer tel que j'étais. Et de choisir de me connaître, parce que j'étais persuadée qu'au fond de moi, il n'y avait pas que du mauvais, ou du tout sombre, etc. Donc voilà, donc c'est les deux regards. En tout cas, chacun a eu son importance. Aujourd'hui, c'est mon regard sur moi, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le travail sur ton regard, parce que bon, ça c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, le travail sur ton regard correspondait d'une certaine façon à ton évolution, je te dirais, pas vestimentaire, mais aux accessoires par rapport, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'on peut dire, peut-être c'est simplifié, mais est-ce qu'on peut dire que au début, tu as parlé, tu mettais des perruques, tu mettais d'abord foulard, perruque. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la phase où tu avais du mal avec ton propre regard et puis au moment où tu t'es posé ces questions, tu as pu avoir des réponses personnelles. Tiens, est-ce que je m'aime? Qui je suis? Et à ce moment, ça correspondait au moment où tu as dit, je n'ai pas besoin de ces choses-là et je m'accepte tel que je suis, puisque ce que je suis, ce n'est pas seulement ce que je vois dans le miroir. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai déjà à l'époque un style vestimentaire et un look bien à moi. D'accord. Voilà. Donc, je ne fais que jouer sur les foulards, leurs couleurs, etc. Les perruques, j'essaie de trouver des perruques qui correspondent à ma carnation, même si à l'époque, c'est assez rare de trouver des choses, mais j'ai eu la chance de rencontrer des femmes exceptionnelles qui, à la fin, des perruquières, qui fabriquaient des perruques. Mais ça n'a pas... Comment dire ça? Ce ne sont pas les accessoires qui m'ont permis d'être à l'aise avec mon corps. Pas du tout. Parce que, imaginez-vous que le temps passe, le corps change, etc. S'il fallait que je me dise, oui, quand je vais porter telle chose, je serai plus jolie, etc. Non. Il a fallu que je passe par la case, connais-toi toi-même. Tu aimes quoi?
c'est quoi tes qualités, c'est quoi tes zones d'amélioration, tu as envie de faire quoi, c'est quoi ta conception de telle chose, c'est quoi ton opinion sur telle chose, quelles sont tes limites, etc., etc. Voilà. Quelles sont tes parts d'ombre, quelles sont tes parts de lumière. C'est ça qui m'a permis de mieux me connaître. Alors, avec l'aide de mon entourage. Parfois, on a le sentiment que les autres ne nous aident pas toujours parce qu'on est en conflit avec eux. Au contraire, un conflit peut parfois nous aider à mettre en lumière bien des choses sur nous. Donc, j'étais très attentive, en tout cas, et je reste toujours très attentive à ce que la vie peut m'apporter. J'essaie de voir dans tout ce qui survient le positif. En tout cas, je précise, je vois le positif, je vois le négatif, entre guillemets, mais je tâche de choisir ce que cela m'apprend. C'est surtout ça. Et quand j'apprends à me connaître, j'apprends à m'aimer comme je suis. Du coup, si on est près de 8 milliards, il y a 8 milliards de regards, le plus important sera le mien sur moi. D'accord? Donc, du coup, je suis j'accueille les compliments. Cependant, je ne suis pas dépendante des compliments. Voilà. Et ce qui ne serait pas des compliments, ce qui serait des critiques négatives, j'essaie de les accueillir du mieux que je peux au moment où ça se passe. Je ne peux pas garantir de comment je vais le faire. En tout cas, je ne pleure plus comme je le faisais avant, quand j'étais critiquée parce que j'avais la tête chauve ou que j'avais la tête youle ou que l'on me pointait du doigt ou que l'on me disait, on m'appelait par des noms d'oiseaux, etc. Ce sont des choses qui font partie de mon passé et qui, si elles surviennent aujourd'hui, seront gérées différemment. Alors, pour nos téléspectateurs qui nous écoutent, peut-être parmi eux, ils ont un membre de leur famille, un ami, un proche qui est confronté à l'alopécie. Quels seraient les meilleurs conseils qu'on pourrait leur donner? Comment se comporter? Comment être? Tout en, puisque tu as parlé, bien sûr, il y a ce travail où on ne dépend pas du regard des autres, on ne dépend pas. Tu as dit que tu accueilles les compliments, mais tu ne te nourris pas de ceci. Comment faire? Il y a eu l'année dernière un événement mondial. Tu lis dans mes pensées, un événement mondial sous forme d'une boutade, parce que ce serait le travail d'un monsieur de faire des blagues, mais bon, visiblement, ça ne se serait pas bien passé. Et bon, en plus, il semblait, avant l'incident, ils étaient quand même assez proches. Donc, quel conseil que tu suggérerais? Comment aider, si je peux appeler ça aider, comment faire? Alors, c'est-à-dire que l'autre en face qui vit une alopécie ou même une différence, pas forcément un problème de cheveux, selon moi, passe par la phase. Alors, je parle de la généralité. Il y a des personnes qui vivent très bien leurs différences, qui n'ont pas besoin de conseils d'ailleurs. En tout cas, les personnes que j'ai rencontrées, ce sont des personnes qui avaient besoin d'entendre ce que moi, à l'époque, j'avais besoin d'entendre. Tu es belle comme ça, tes cheveux ne te définissent pas, aime-toi comme ça, la vie est trop courte pour que tu t'arrêtes à ci, à ça. Bon. Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est que je comprends tout à fait que ça soit difficile de s'aimer quand on se sent différent, quand on a une différence que l'on n'arrive pas à assumer. Je comprends tout à fait que cela soit difficile. Mais j'ajoute surtout que même si moi, je dis à cette personne qu'elle est belle comme ça ou que c'est pas important, etc., elle va là encore se nourrir de ce que moi je pense. Donc, selon moi, chacun au rythme qu'il aura choisi, que chacune prenne le temps de réaliser et d'accueillir, entre guillemets, cette maladie, et que cette personne cherche, si elle le souhaite, parce qu'encore une fois, je reviens au choix que l'on fait, encore une fois, si cette personne le souhaite,
qu'elle apprenne à s'aimer indépendamment de cette maladie. Parce que souvent, l'erreur que j'ai faite longtemps, en tout cas, c'est que je me suis approprié cette maladie. Et du coup, c'est mon alopécie. Je parlais de mon alopécie, mais ce n'est pas mon alopécie. C'est une alopécie. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je suis très, très mal à l'aise pour donner des conseils aux gens. Je peux leur dire ce qui a fonctionné pour moi, sans pour cela que je ne puisse leur dire fais ci, fais ci, fais ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant des années, j'ai cherché à me connaître, à m'aimer, à m'apprécier pour qui j'étais, et je continue toujours d'ailleurs. Et puis, quand je comprends, quand le déclic se fait, quand on est prêt, quand le temps est juste, quand le temps est arrivé, vous dites, mais c'est vrai. À l'époque où l'alopécie arrive, je ne vois pas à quoi elle va servir dans ma vie. Aujourd'hui, effectivement, je comprends que j'ai certainement à libérer la parole sur le sujet. Donc, j'ai envie de leur dire, discutons-en. Discutons-en, simplement. Qu'est-ce qui fait que ça vous chagrine autant? Est-ce que la croyance que vous aviez, la croyance selon laquelle vos cheveux vous définissent, à quel point elle est ancrée en vous? Et si je vous propose de ne plus vivre, vous allez me dire non, quand même pas. Donc, puisque nous sommes là, profitons de ce forfait limité qu'est la vie. Profitons de ce moment où nous sommes encore en vie pour voir de quelle manière nous pourrions vivre dans un bonheur qu'on aura défini. C'est ça, c'est surtout, il n'y a pas de conseil à donner, c'est j'ai envie d'en discuter avec vous. J'ai envie de partager autour de cette maladie dont on ne parle que très peu. Et chez les hommes, par exemple, oui, il y a des hommes qui vivent très mal leur calvitie. On pense que c'est bon, il suffit de vous raser la tête, etc. En tout cas, j'en ai rencontré, non, qui ne sont pas à l'aise avec ça. Mais je pense que c'est important qu'on puisse en parler, parce qu'il y a un côté stigmatisant des choses. Il y a, la femme doit avoir des cheveux, et en plus, la femme doit avoir des cheveux de telle texture pour qu'elle soit qualifiée de belle femme. D'accord? Donc on est vraiment dans des choses limitantes. Est-ce que nous ne serions pas bien plus que ça? Alors, je pense que ce n'est pas la peine d'attendre de ne pas avoir de cheveux pour penser ça. C'est surtout ça. Pour les femmes et pour les hommes qui ont encore leurs cheveux, quelle est la place de vos cheveux dans qui vous êtes? C'est une grande question. Quelle est la place de, je ne sais pas moi, de votre pilosité dans la personne que vous êtes? Et ce n'est que quand, ça arrive souvent, ce n'est que quand vous avez quelque chose en moins sur vous que vous voyez que la chose existe vraiment. Voilà, donc moi à l'époque je me coupais les cheveux très courts parce que je sais que ça va repousser. À un certain moment, quand ça ne repousse plus, je me dis, ben tiens, ils étaient effectivement là, ils servaient certainement à quelque chose, mais si je n'avais pas perdu mes cheveux, je ne me serais pas posé la question de savoir si je suis une femme sans cheveux, si j'existe comme personne à part entière sans cheveux. C'est ça, et c'est toute la beauté du processus, c'est le questionnement que ça amène sur soi. Pour moi, je le vis comme une richesse, je me sens particulièrement riche. Parce que j'ai eu, je ne vais pas dire cette chance, parce que c'est quand même désagréable à un certain moment, j'ai eu cette opportunité de me questionner sur qui je suis. Et j'ai eu cette opportunité de découvrir qui je suis, d'apprendre à m'aimer et de m'aimer aujourd'hui tel que je suis. Et c'est si j'avais effectivement, pour répondre finalement à la question, aimez-vous comme vous êtes. Ou apprenez, peut-être que c'est trop péremptoire de dire ça, mais et si on apprenait à se connaître, et si on apprenait à s'aimer comme nous sommes? Il y a quelqu'un qui a dit, aime ton prochain comme toi-même. Comme toi-même, c'est comment? Ça. Comme toi-même, c'est comment? Donc peut-être que nous devrions commencer par nous aimer pour mieux aimer les autres. Voilà. D'accord. Très intéressant. Merci. Est-ce que
il y a des structures d'accueil pour les personnes confrontées à l'alopécie en Martinique ou peut-être dans d'autres pays. J'imagine aux États-Unis, comme il y a pas mal de choses peut-être. Alors, à ma connaissance, je ne crois pas. Je préfère être prudente dans la réponse. Je ne crois pas. Je sais qu'il y a des dermatologues qui s'en occupent, qui traitent, qui aident les patientes à guérir ou à trouver des solutions. Cependant, c'est justement une idée que j'ai envie de mettre en place. Pourquoi ne pas créer une association? Mais je ne sais pas, en fait, s'il y a tant de femmes que ça. Je ne les vois pas, je ne les connais pas. Le secret professionnel fait que l'on ne peut pas forcément livrer ce genre d'informations. Donc oui, c'est un appel que je peux lancer, si c'est possible, à toutes les femmes qui se sentent, qui n'arrivent pas à assumer leur alopécie. Je les invite à se rapprocher de moi pour que nous puissions au moins en parler. Voilà, au moins libérer la parole sur le sujet de l'alopécie. Le message est passé, donc j'espère que des personnes franchiront l'étape, même si on peut comprendre que pour certains, on est tous à des stades différents dans notre progression. Tout à fait. Donc, la Pascale de 27 ans n'aurait peut-être pas eu le réflexe d'appeler. Après, voilà. Donc, mais il n'y a pas de souci. Alors, cette question-là est parfois difficile quand un auteur nous présente un ouvrage, lui demander quel est son passage préféré. À défaut de te demander ton passage préféré, est-ce qu'il y a un passage, un ou des extraits que tu souhaiterais partager avec nous? Alors, effectivement, je n'ai pas de passage préféré, mais c'est vrai que je veux bien partager un passage, un ou deux, tout dépend du temps que j'ai. Alors, c'est Ma beauté sans cheveux. Beaucoup d'années se sont écoulées avant que je ne puisse me dire que je suis une belle femme, une belle âme. J'y suis parvenue grâce à plusieurs outils, exercices ou astuces que l'on donne dans le cadre de développement personnel notamment, appris lors de mes différents accompagnements. Par exemple, le miroir, l'un des exercices les plus difficiles pour moi était de me regarder dans le miroir ou de regarder une photo de moi. Pourtant, je crois que c'est celui qui m'a aidé au fil des années à entrer en moi, à regarder là où il fallait. Quand j'ai commencé cette fameuse introspection, ce que j'ai appris sur moi a été impressionnant. J'ai pu me découvrir de belles qualités et apprendre à me les approprier. Le regard des autres est basé sur le même principe. Mes lectures et recherches, elles, m'ont amené à une prise de conscience incroyable. L'expression « je suis » signifie que je fais partie du divin et que le divin est en moi. Aujourd'hui, je crois qu'une affirmation qui comprend l'expression « je suis » ancre d'emblée ce que je veux devenir et permet que cela le devienne. Aussi, en fin de journée au coucher, je m'exerce à dire à haute voix des affirmations en ce sens. Je mesure ainsi le pouvoir que mon imagination créatrice a d'exaucer mes vœux. C'est pourquoi l'expression « je suis fatigué » ne fait plus partie de mon vocabulaire. La fatigue ne me définissant pas, aussi je choisis de préférer « j'ai besoin de repos ». Donc je pourrais continuer sur les pensées limitantes, etc. C'est vrai que c'est impressionnant comment on peut partir d'une maladie ou un événement douloureux pour nous amener à quelque chose de magnifique. Je dis qu'aujourd'hui, je vis ma plus belle vie parce que j'ai fait un choix, celui du bonheur et celui de m'aimer tel que je suis. J'aurais pu ne pas le faire et c'est OK pour les gens qui ne le font pas. Voilà. Donc, écrire sur le sujet de l'alopécie pourrait correspondre à écrire sur un sujet autour de la différence que l'on n'assume pas, autour de la différence qui devient une force, finalement. Voilà. Je peux lire en deuxième? Bien sûr, vas-y, tu as le temps. D'accord. Ma responsabilité. Une des principales leçons apprises après toutes ces années, c'est celle de ma responsabilité quant à mon bonheur. J'ai longtemps accusé les autres de mes maux, de méchanceté notamment. Je les ai souvent tenus pour responsables de mes larmes et des grincements de dents. Mais quand j'ai réalisé que le regard de l'autre
me renvoyait à mon propre regard sur moi, ce fut la révolution et le début d'une véritable abolition de mon esclavage sur ce sujet en tout cas. J'ai réalisé que puisque je ne me connaissais pas, que je ne m'aimais pas, je ne pouvais pas demander à quelqu'un d'autre de m'aimer. Je ne pouvais pas faire peser sur lui ou sur elle cette responsabilité. C'est vrai que faire peser sur les épaules de l'autre notre propre bonheur, c'est quand même alourdir. Alourdir l'autre. Donc, c'est ce à quoi j'invite, en fait. Ce sont des sujets dans cette partie du livre, donc c'est plutôt vers la fin. J'invite effectivement à des interrogations au travers de ce que moi j'ai réalisé. Voilà. Et dans la première partie du livre, d'ailleurs, je raconte quelques anecdotes qui font parfois rire, qui font parfois pleurer ou qui pincent un petit peu le cœur. Quand je parle de comment j'ai vécu le regard des autres, comment les autres me regardaient, comment les autres se moquaient, ou comment j'ai failli perdre ma perruque dans un parc d'attractions, par exemple. Voilà. Donc, ce récit, chaque fois, parce que quand je le relis, je me dis, mais je réalise en fait que j'ai écrit un ouvrage. Et je réalise que j'ai pu laisser une trace pour ceux et celles qui tomberaient dessus, pour leur dire, vous n'êtes pas seul. Parce que comme la maladie n'est pas très répandue, en tout cas, j'ai pu penser à l'époque que j'étais l'une des rares à être atteinte de cette maladie. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'en parler. Il est temps d'en parler. Je ne parle pas dans ce récit du côté médical de l'affaire. L'idée pour moi, ce n'était pas de dire, voilà, je connais l'alopécie, etc. J'avais juste envie de raconter comment j'ai pu passer d'une personne complètement comment dire ça, perdue à l'intérieur d'elle-même vers une personne qui s'ouvre complètement vers l'extérieur et qui est très heureuse d'exister et qui a oublié qu'elle n'a pas de cheveux. Parce que bon, j'imagine que mes cheveux reviennent là, je ne sais pas comment je les accueillerai, mais je pense que je les accueillerai bien. Mais je parle de mon look. Bon, il y a certainement des choses que je devrais mettre en place. Je me suis habituée à cette image, et cette image, je l'aime. Et parce que j'ai appris à m'aimer d'abord et avant tout, parce que je sais à quoi ça sert de s'aimer avant tout. Si je ne m'aime pas, je ne pourrai pas aimer les autres. Pour moi, c'est très clair dans ma tête. Et à l'époque, quand on me le disait, on me disait, oui, mais si tu ne m'aimes pas, je me dis, c'est pas possible, comment on peut me dire ça? Comment on peut me dire que si je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer les autres? Et je comprends aujourd'hui. Mais comment on peut dire, je t'aime à quelqu'un si on ne sait pas de quoi on parle? C'est quelque chose. Donc quand vous vous dites, oui, Pascal, je me regarde dans le miroir, je dis, Pascal, oui, je t'aime. Quand je vais dire ça à quelqu'un, je sais que ça sera lourd de sens. Et quand quelqu'un va me le dire aussi, je présume, en tout cas, je vais certainement regarder si la personne qui me dit ça s'aime. Voilà. Peut-être une dernière question que j'aime poser aux auteurs, aux écrivains, écrivaines. Imagines-tu une suite à cet ouvrage? Alors, peut-être pas une suite, mais je ne suis pas fermée à l'idée d'écrire un deuxième ouvrage. Cependant, pour l'instant, j'ai des projets pour cet ouvrage. Le 7 septembre qui vient de passer, la chauve-souris est sortie en version audio. Oh. Voilà, donc pour les personnes qui sont malvoyantes, non-voyantes, sur la plateforme Une Voix, une Histoire, sur le YouTube, vous avez la possibilité d'en faire l'acquisition. D'accord. Voilà. Ou bien des personnes qui aiment bien la lecture, mais qui ont d'autres activités. Voilà. Soit ils font leur sport, leur vaisselle. Et puis qui ont envie simplement de la raconter ou de la faire entendre à d'autres personnes sans pouvoir avoir envie de passer son livre. Je crois que la version audio, elle plaît, je crois, maintenant à
à de plus en plus de personnes, Oui. effectivement. Et ça m'a fait tout drôle d'entendre ma voix, parce que c'est ma voix qui est posée. Voilà. C'est la question que j'allais te poser. Voilà. Est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre? C'est toi. ma voix. C'est Donc, ma voix. bah, c'est intéressant si c'est ta voix, Oui. avec les émotions, Oui. le contexte de l'époque. Ouais. C'est quelque chose, ça fait quelque chose. Comme un deuxième bébé pour moi, voilà. D'accord. Par contre, tout à l'heure, quand tu as parlé du fait que c'est intéressant, quand tu découvres à 27 ans, tu as l'alopécie, donc tu te demandes comment tu vas faire sans cheveux. Oui. Ton image, ça ne correspond pas à ce que tu t'étais toujours représenté. Et puis maintenant, tu es à un stade, tu es sans cheveux, c'est pour toi, c'est normal. Et quand tu as dit, s'il devait réapparaître, tu serais un petit peu perdu. Ah bah oui. Forcément, je me suis habituée à ne pas les voir. Mais bon, voilà. Peut-être ce serait le tome 2. Non, peut-être, hein, peut-être. Mais la vie nous réserve parfois de belles surprises. Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Bon, bien sûr, l'alopécie, c'est un thème particulier, mais comme tu as dit, c'est des sujets tels que l'acceptation de soi, qui je suis, la différence tout court. Parce que, il y a des différences visibles à l'œil nu, je veux dire, des différences qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont présentes. Et ça revient toujours à cette question, est-ce que je m'aime, est-ce que je m'accepte, l'estime de soi. Et puis, du moment où on a progressé avec ces questions, on peut davantage, on dépend moins du regard de l'autre, des paroles de l'autre, même si on peut les accepter, mais on ne s'en nourrit pas. Voilà, c'est ça. Je retiens cette expression. Oui, j'aime bien. Oui. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Pascal. C'est moi. Alors, est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage, s'il te plaît? Alors, mon ouvrage s'appelle La chauve qui sourit. Donc, c'est un jeu de mots que m'a soufflé un ami. Pour la petite anecdote rapidement, c'est une allusion à la chauve-souris qui n'est pas, selon moi, dans mon acceptation, cette petite bête que l'on n'aime pas trop. Elle a tellement de jolies choses à révéler. Je vous invite à aller chercher dans les civilisations amérindiennes ou asiatiques ce qu'elle symbolise. Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Si, comme Pascal, vous souhaitez venir sur le plateau parler d'un sujet qui vous tient à cœur ou d'un livre que vous avez lu et qui vous passionne, je vous invite à composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.